Ah, c'est un peu l'épreuve de vérité pour Bruno Retailleau. Je suis toujours avec Georges Fenech et Nathan Devers dans ce studio. On va parler d'Algérie, nos relations avec Alger, les autorités algériennes. Bruno Retailleau qui continue de mettre la pression sur Alger avec une liste transmise de plusieurs ressortissants dangereux à expulser en priorité. On va écouter les mots du ministre de l'Intérieur et on en discute juste après. Sur cette liste n'y figurent que des ressortissantes algériens dont nous avons les preuves de leur nationalité algérienne. L'Algérie est tenue par plusieurs accords qui nous lient. Eh bien, cette liste, ce sera un moment de vérité. Ou bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, du riposte gradué, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords. Ah, est-ce que cette fois-ci, Bruno Retailleau a commencé à changer de ton avec l'Algérie ? Georges ? Oui, je crois qu'il est toujours sur cette même position, inflexible, il a raison, à savoir l'application du droit international, et l'Algérie ne peut pas refuser ces ressortissants que nous voulons expulser pour des motifs légitimes, confirmés d'ailleurs par des juridictions, c'est le cas notamment de Boualem, puisque ça a été confirmé par la fameuse commission composée de magistrats. Donc il est dans la cohérence totale, il propose une liste qui a été triée sur le volet, donc on ne voit pas pourquoi l'Algérie refuse. Si l'Algérie refuse, effectivement, je pense que le gouvernement a dans son jeu des moyens de rétorsion qui n'ont pas besoin de l'aval du président de la République, puisqu'on a bien compris que le président de la République, lui, ne veut pas remettre en cause, notamment, les accords de 68. Ce que peut faire le ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, c'est déjà agir sur les visas diplomatiques. Ça ferait déjà mal, vous voyez. Un certain nombre de choses, de transfert de fonds, tout ça, ça dépend du gouvernement. Ça ne dépend pas du président de la République. Mais tant qu'on n'aura pas une même position entre l'exécutif du chef de l'État et du gouvernement, on sera quand même légèrement handicapé. Et n'oublions pas que dans tout ça, nous avons encore Boualem Sansal qui est toujours détenu arbitrairement dans les geôles d'Alger. Oui, et on a là un peu le sentiment que, évidemment, on en parle sur Europe 1, on en parle sur nos antennes, mais on n'en entend pas parler ailleurs. Non. De Boualem Sansal, Nathan Devers. Je voulais commencer sur lui, parce que même si Bruno Retailleau a raison d'estimer que là, il faut arrêter de se laisser comme ça marcher sur les pieds par l'Algérie. On n'a pas entendu 15 fois, ça. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, en fait, Nathan Devers. moi, ça commence à me devenir insupportable. Nous avons aujourd'hui un homme qui est pris en otage par une dictature, qui est pris en otage parce qu'il est écrivain, qui est pris en otage parce qu'il a eu le malheur de contester le pouvoir autocratique de M. Tebboune et de sa petite clique, et qu'il a eu le malheur de contester la bêtise crasse du nationalisme quel qu'il soit, en l'occurrence du nationalisme algérien, ça pourrait être n'importe lequel. Il est pris en otage alors qu'il a un cancer, qu'il est très âgé et qu'il est manifestement mal soigné, avec interdiction notamment d'avoir un avocat, parce que l'avocat n'a pas la bonne religion, à savoir qu'il est juif. On va être très clair, c'est terrible ce que je vais dire. Il peut mourir à tout instant. Et ce côté, si vous voulez, où on fait un bras de fer, on prend le temps, semaine après semaine, de dire « Regardez, j'ai haussé la voix, nous attendons de reprendre nos ressortissants ». Non, là, il faudrait prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que l'Algérie rende immédiatement Boualem Sansal. Et reprenne ses OQTF aussi. Oui, mais je veux dire, Boualem Sansal, on n'a pas le temps en fait. Non. Les OQTF, à la limite, on peut attendre 2-3 semaines. Boualem Sansal, c'est une question de jours, ou vraiment une question urgente. Et si il devait mourir dans cet hôpital, entre guillemets, ce pseudo-hôpital et cette prison algérienne, je pense qu'on ferait moins les malins. Et en l'occurrence, il y a vraiment une situation qui est urgente. J'aimerais juste rappeler une chose qui est évidente. Si vraiment la France disait « Nous sommes prêts à tout pour récupérer demain matin Boualem Sansal », on pourrait le faire. Mais je crois que la France n'est pas prête à tout pour récupérer Boualem Sansal. Mais je mets pas en cause leurs intentions, mais je pense qu'ils ont sans doute peur des réactions du régime algérien. Et si c'est le cas, je pense qu'ils font une erreur d'analyse. Parce que ce qu'ils voient pas, c'est que si on fait un bras de fer avec cette dictature, et encore une fois, on parle pas du peuple algérien, on parle pas des ressortissants algériens, on parle des 400 personnes qui tiennent cette clique, cette caste de dictature. Si vraiment on visait ces 400 personnes, les passeports diplomatiques, mais moi j'irais plus loin. Qu'est-ce qu'on a fait avec les oligarques russes quand la Russie a envahi l'Ukraine ? On les a privés de leur villa de luxe à Saint-Jean-Cap-Ferrat, de leur yacht qui était amarré à Antibes. On les a privés de ce genre de choses. Et ça calme.
Vous voyez ? Et cette petite clique du clan Tebboune, ils ont des biens en France. Ils en ont beaucoup. Ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi n'agit-on pas ? On devrait les calmer de cette manière et récupérer. Et je dis juste une dernière phrase. Si nous faisions un bras de fer avec cette clique, évidemment que c'est la France qui gagne le bras de fer. Vous voyez ce que je veux dire ? Que dans la balance, c'est la France qui est plus puissante. Nous ne voulons pas le faire. Retailleau est un peu seul dans cette affaire, donc c'est pas lui que j'accable. Mais à un moment, je répète, quand Boualem Sansal mourra en prison, on fera moins les malins. C'est Emmanuel Macron donc qui ne veut pas bouger, selon vous, Georges Fenech. Le ministre de l'Intérieur, comme le dit Nathan Devers, essaie de faire ce qu'il peut. Mais qui ne veut pas bouger ? Pourquoi on ne bouge pas à la fin ? Pourquoi ? En tout cas, je vais vous dire, moi je ressens une profonde humiliation, une profonde tristesse. Nous le connaissons, Nathan et moi, évidemment, nous le connaissons bien, Boualem Sansal. Nous savons quel homme délicieux, de paix, doux, gentil il est et à quel point sa vie est en danger. Moi, je ressens beaucoup de colère en même temps par rapport à nos politiques qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. C'est un de nos compatriotes. Mais pourquoi, Georges Fenech ? Pourquoi ? Moi, ma question, c'est pourquoi ? Parce qu'il se heurte à un régime autoritaire, un régime qui veut régler toujours des comptes depuis la guerre d'Algérie, on l'a bien vu. Est-ce que vous ne croyez pas, je vous pose la question, qu'ils ne sont pas un peu poussés par la Russie ? Et derrière, ils sont renforcés, confortés par la Russie. Donc ils n'ont pas besoin de nous, en réalité, même sur le plan économique. Bon, mais là, effectivement... Alors pourquoi est-on si... Parce qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. C'est un régime de voyous qui fait peur, et je comprends qu'il fasse peur. Parce que quand on regarde ce que ce régime a pu faire à la France, c'était pas tout à fait le même, c'était pas Tebboune, mais quand ils ont tué les moines de Tibérine, en disant que c'était des islamistes qui les avaient assassinés, qu'ils les ont égorgés comme des chiens, quand ils ont... quand Emmanuel Macron a pris la décision de se rapprocher du Maroc et donc d'acter la souveraineté marocaine au Sahara occidental, il savait probablement que l'Algérie allait réagir d'une façon très violente. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Monsieur Sansal en otage. Ils refusent de reprendre leurs ressortissants. Il y a eu un attentat avec un homme, un Portugais de 69 ans à Mulhouse qui est mort à cause de cette situation. Donc c'est normal, je crois, que la France ait peur de ce que peut faire ce régime, pour une raison simple, c'est que ce régime n'a pas de principe. Ce régime vit de l'hypocrisie. Ce régime passe son temps à attiser un nationalisme algérien, alors qu'il empêche le peuple algérien d'être vraiment indépendant sur sa terre, puisqu'il lui vole ses richesses, puisqu'il le prive de ses droits, puisqu'il truque les élections, puisqu'avant M. Tebboune, le président, c'était un tableau. Vous savez, le peuple algérien, pendant l'Irak, se moquait de ça. Bouteflika, à la fin de sa vie, il faisait campagne, c'était plus lui, il était tellement malade, c'était un tableau qui faisait campagne à sa place. Donc c'est un régime qui n'a pas de principe, et qui est prêt à tout. Et je comprends que la France ait peur, je comprends qu'au Quai d'Orsay, on puisse avoir peur de cette réaction. Mais toutes les peurs du monde ne valent pas l'enfermement de Boualem Sansal. Je veux dire, moi, mon sentiment, de manière plus générale, un sentiment douloureux aussi, c'est notre impuissance aujourd'hui sur la scène internationale. Nous sommes en train de regarder ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes des spectateurs totalement impuissants. Ne parlons même plus de la bande de Gaza, où nous n'existons plus dans ce conflit ou dans le règlement de ce conflit qui est toujours en cours, avec le Hamas, bien entendu. Avec l'Algérie, nous sommes incapables de faire libérer un de nos compatriotes détenus arbitrairement. En Afrique, on nous a chassés de terres ancestrales où véritablement nous étions là pour lutter aussi contre le terrorisme. Je pense notamment au Tchad, au Mali. On est impuissant. Vous me posez la question. Il y a une impuissance française aujourd'hui et un président aussi qui a perdu en réalité le pouvoir dans le pays. Et tout cela n'est pas bon pour notre image dans le monde, n'est pas bon pour le moral des Français, je dirais aussi. Et il est temps, moi j'espère véritablement qu'il y ait des élections dans le meilleur délai possible pour qu'on retrouve une politique et des hommes qui sont en capacité de faire entendre à nouveau la voix de la France. Ou des femmes, bien sûr. Ouais. Effectivement, on est devenu quoi ? Mais c'est-à-dire qu'en le temps qu'on nous refasse, qu'on a une armée qui est réputée dans le monde entier, cocorico, mais la Légion étrangère, et que sais-je encore. Et aujourd'hui, on l'a détruite, cette armée. C'est vrai que ça prendra des années à la remonter, non ?
Nathan Devers. Il y a les choix stratégiques et je dirais il y a les choix métaphysiques. Le général de Gaulle, quand il parlait de la grandeur de la France, la pensée politique qu'il y avait derrière, c'était l'idée que la France, elle avait un rôle à jouer dans le monde. C'était pas seulement une question de quelle arme on va avoir, combien de militaires, etc. C'est à quoi bon tout cela va servir et à quelle fin. Et le général de Gaulle estimait que le rôle de la France était insigne, qu'il était unique, que dans un monde qui allait de plus en plus être partagé par des empires qui avaient des modèles de société qui étaient chacun problématiques. Le capitalisme américain, le général de Gaulle n'en voulait pas, ne voulait pas que la France l'imitât. Il ne voulait pas non plus que la France se mit au service, évidemment, de l'emprise de l'URSS et de ce modèle-là. Et il estimait que la France devait porter une troisième voie. Je crois que dans tous les conflits dans lesquels le monde est plongé aujourd'hui, on n'est pas dans la même guerre froide, mais on est aussi dans une logique où vous avez des empires avec des modèles de société qui vont de pair. La Chine, la Russie, l'URSS, les États-Unis de Trump, l'islamisme. La France devrait porter une parole autre sur ces conflits-là. Et de cet héritage gaullien dont parle Nathan, il nous reste un trésor dont on voudrait dilapider, c'est l'arme nucléaire. Et tout à coup, Emmanuel Macron parle de partage, de ce qui fait notre... C'est la dernière chose qui fait notre force, qui fait notre singularité. C'est nous sommes dotés de l'arme nucléaire. Il ne faut pas y toucher. Il ne faut la partager avec personne. C'est nous qui avons la maîtrise. Oui, bien sûr, vous évoquez pour un partage européen, c'est ça, c'était ça l'idée. C'est inadmissible d'entendre ça. Oui, je suis d'accord, Georges Fenech. C'est pas possible d'entendre ça. D'ailleurs, vous avez tous les anciens ministres de la Défense, que ce soit Charles Millon qui est venu chez nous, que ce soit Hervé Morin et d'autres politiques, ça, on ne touche pas. C'est notre garantie. La seule chose qui nous reste véritablement. C'était pas un partage de la décision. Mais on commence comme ça. C'est un partage de la dissuasion nucléaire. C'est pas la même chose. Il faut même pas en parler. Mais on commence comme ça. Il faut rester sur une ambiguïté dans il faut pas que l'adversaire, la puissance qui nous menace dans notre existence, puisse savoir jusqu'où va la protection. C'est quelque chose qu'on tait, dont on ne parle pas. Et vous avez raison. Alors, à l'instant, on me donne entre les mains, je le découvre avec vous, une interview d'Édouard Philippe qui sera publiée dans le Figaro. Pour défendre notre liberté, il faudra travailler plus, mais je veux surtout qu'on parle dans un instant du service militaire. Oui, nous devons augmenter le volume de nos forces. Je milite pour la création d'un service militaire volontaire qui permettrait de former chaque année au moins 50 000 hommes et femmes supplémentaires. On en parle tout de suite sur Europe 1, il est 20h44.